Bonjour à tous, bienvenue dans ce talk où on va parler d'authentification. D'abord un petit disclaimer, l'authentification c'est super complexe, c'est super large, on ne peut pas parler de tout. Notre objectif dans cette conférence, c'est de vous partager notre modèle mental, comment les choses elles fonctionnent dans l'authentification et pourquoi elles fonctionnent comme ça. Et attention, on va bien parler d'hôtes et pas d'hôtes. Parce qu'il y a deux hôtes. Il y a l'hôte N, l'authentification, et l'hôte Z, l'autorisation. Donc l'authentification, ça va être le fait de prouver qui je suis, alors que l'autorisation, ça va être de décider est-ce que j'ai le droit de faire telle ou telle chose. Donc par exemple, si je dis qu'on a le droit aujourd'hui de parler au Stagean à 13h50, c'est de l'autorisation. Donc on ne va pas en parler. Alors que si moi je vous dis je suis Marine Duménil et je travaille chez Théodo en tant que responsable cybersécurité applicative, je m'authentifie. Et c'est pareil si je vous dis que je suis groupe CISO chez Théodo et expert en sécu. Ça, c'est l'authentification. C'est ce dont on va parler aujourd'hui. La première chose auquel on pense quand on fait de l'authentification, c'est les mots de passe. Donc les mots de passe, il faut qu'ils soient stockés quelque part et on ne veut évidemment pas qu'ils soient retrouvés si un développeur ou un administrateur a accès à une base de données ou si un attaquant, malheureusement, y accède, par exemple via une injection SQL. Donc vous connaissez tous la contre-mesure, ça va être le hash. Donc une fonction de hash, c'est une fonction qui prend en entrée une string et qui ressort une string de longueur déterminée. Et elle a deux particularités intéressantes pour nous. La première, c'est qu'elle est irréversible. Donc mathématiquement, c'est impossible de revenir à l'input si on connaît l'output. Et il n'y a pas de collision possible. Donc on ne peut pas essayer de trouver une autre chaîne de caractères, un autre mot de passe, qui permettrait d'avoir le même hash. Bon, le problème, c'est que les attaquants, ils sont très déterminés. Donc ce qu'ils vont faire, par exemple, c'est qu'ils vont prendre la liste des 10 millions de mots de passe les plus utilisés. Ils vont précalculer l'ensemble de tous les hashes pour ces mots de passe. Ils vont les mettre dans une table, c'est ce qu'on appelle une rainbow table. Et donc s'ils arrivent à trouver une base de données avec des hashes, ils sont capables de revenir, grâce à cette table, au mot de passe initial. Donc ce qu'on veut faire, c'est empêcher que ces rainbow tables elles fonctionnent. Pour ça, on utilise du cell. Le cell, ça va être une chaîne de caractères random qu'on va ajouter au mot de passe et donc qui va donner un hash. Et donc si, par exemple, il y a différents mots de passe, les mêmes mots de passe qui sont utilisés par différentes personnes, eh ben, ça va être des différents hashes. Le problème, c'est que, en fait, on peut quand même, vu que le hash il est stocké dans la base de données avec le mot de passe, on peut quand même, en tant qu'attaquant, essayer le mot de passe, le hash, et à un moment, on va pouvoir trouver le bon hash en faisant du brute force sur ces mots de passe. Et c'est pour ça que les algorithmes modernes comme Argon 2, Scrypt, Bcrypt, etc. ont été inventés. Ils ont deux caractéristiques principales. Déjà, c'est qu'ils sont lents exprès. Bon, alors attention, hein, quand on parle de lent, c'est de l'ordre de 200 millisecondes, donc c'est pas si lent. Mais pour un attaquant, pour l'empêcher de faire du brute force, en fait, c'est largement suffisant. Et en plus, une autre caractéristique sympa, c'est pour le cell. En fait, le cell, il va être directement contenu dans l'output de l'algorithme. Ce qui fait qu'on n'a plus besoin de le stocker dans une colonne à part dans notre table. Et ça, on le voit très bien, hein, si on fait l'anatomie d'un output Argon 2, déjà on voit que la fonction, l'algorithme utilisé, il est dans l'output. On a la version d'Argon 2 qui a été utilisée. On a plein de paramètres. Le cell, qui est inclus dans l'output. Et enfin, et seulement enfin, le hash. Et donc si on fait une petite démo de comment ça marche avec Argon 2, si je calcule le hash de my strong password, je vais avoir, à chaque fois, on voit les différentes caractéristiques dans l'output, mon cell, et le hash du mot de passe, qui va donc, cet output, toujours être différent. Et donc pour vérifier si mon mot de passe est valide, je ne pourrais pas faire une méthode un peu naïve de comparaison du hash du mot de passe. Il faut utiliser la fonction verify de l'algorithme. Et là, on peut voir effectivement que en utilisant verify avec le hash et mon mot de passe, je vois bien que c'est valide. Et là où c'est vraiment très très fort, c'est qu'en plus de ça, on l'a vu, les paramètres, ils sont stockés dans l'output. Les paramètres qui ont été utilisés à un moment pour générer le hash, ils sont stockés en base. Ce qui fait que si à un moment vous décidez, pour améliorer la sécurité de votre application, de changer ces paramètres, en fait, tous les anciens hash que vous aviez calculés, ils sont encore valides, parce qu'ils ont gardé la mémoire des paramètres utilisés à ce moment-là.
Et donc, vous pouvez, par exemple, améliorer les paramètres. Les anciens utilisateurs qui ont un mot de passe haché avec les anciens paramètres, bah, ils vont pouvoir continuer à se connecter. À ce moment-là, au moment où ils se login et où ils vous donnent le mot de passe, bah, vous constatez que les paramètres sont plus ceux que vous utilisez aujourd'hui. Et vous pouvez faire une migration complètement transparente pour l'utilisateur en réhachant son mot de passe que vous venez de vérifier à ce moment-là. Bon, on l'a vu, les attaquants, ils sont très déterminés. Et donc, s'ils ne peuvent pas réussir à récupérer les mots de passe sur notre application, bah, ils vont aller les chercher ailleurs. Et en fait, il y a plein d'applications moins bien protégées que la nôtre qui existent, dont les mots de passe ont leaké. Et même pire que ça, le couple login-mot de passe a leaké. Et les utilisateurs étant ce qu'ils sont, il leur arrive de réutiliser le même mot de passe de site en site. Donc ce que font les attaquants, c'est qu'ils prennent ces listes de couples login-mot de passe et ils les réutilisent sur plein d'applications jusqu'à ce qu'ils tombent sur une application sur laquelle l'utilisateur avait un compte avec le même mot de passe. Et ça peut être la nôtre. Et ça s'appelle le credential stuffing. Donc en fait, on est encore vulnérable. Et du coup, ce qu'on peut faire pour se protéger, c'est utiliser plusieurs facteurs d'authentification. Souvent, on en utilise 2, et donc on va combiner des moyens d'authentification. Il y a différents moyens d'authentification qui existent. Ce qu'on connaît par défaut, c'est ce que je sais, donc par exemple un code PIN, un mot de passe, mais on peut aussi utiliser ce que je suis. C'est ce qu'on fait quand on utilise notre empreinte digitale, par exemple, ou le Face ID, on va utiliser notre visage. Et on peut aussi utiliser ce qu'on possède. Donc dans ce cas-là, ça peut être une YubiKey, ça peut être notre portable, plein de moyens. Et donc en combinant ces différents moyens, bah là, notre attaquant, même si il a un moyen de s'authentifier sur notre appli, enfin d'essayer de s'authentifier, il ne pourra pas parce qu'il n'aura pas les 2 moyens. Bon, c'est super, mais du coup, si l'attaquant ne peut pas s'authentifier, ce qu'il va faire, c'est essayer de voler les comptes des utilisateurs déjà authentifiés. Alors moi, si j'étais un attaquant, comment est-ce que je voudrais m'y prendre? Bah, la première solution, c'est avec du JavaScript malveillant. Et en fait, il y a plein de façons d'injecter du JavaScript malveillant dans une application. Déjà, il y a les dépendances et les librairies qu'on utilise, soit parce qu'elles sont vulnérables, soit parce qu'il y a des backdoors qui ont été ajoutés dedans. Il y a aussi les scripts externes qu'on utilise. Donc si on a une balise script dans notre application avec une source vers un domaine tiers, qu'à un moment ce domaine il est abandonné par les développeurs et qu'il est récupéré par des attaquants, bah, ils peuvent mettre leur propre JS dessus. Et ça a déjà été utilisé activement plusieurs fois. Il y a les entrées utilisateurs. Donc là, c'est quand notre application est vulnérable aux attaques cross-site scripting, XSS. Et enfin, tout le contenu externe qu'on décide d'ajouter dans notre application et qu'on ne maîtrise pas, par exemple les pubs. Et comment est-ce qu'un attaquant va utiliser ce JS malveillant pour voler la session d'un utilisateur? Ben, en fait, ça dépend de où on stocke ces informations. Est-ce qu'on les stocke dans les cookies ou dans le local storage? On va d'abord parler des cookies. Bon, j'espère que vous avez pris un dessert et que ça ne vous donne pas trop faim. Mais du coup, qu'est-ce que c'est un cookie? Alors, un cookie, est-ce que c'est un fichier qui contient des informations sur l'utilisateur qui est stocké sur son ordinateur? Est-ce que c'est une chaîne de caractères envoyée par le serveur stockée dans le navigateur? Est-ce que c'est un fichier qui contient des informations sur l'utilisateur stocké sur le serveur? Ou est-ce que c'est un délicieux gâteau sablé avec des pépites de chocolat? Non, c'est une chaîne de caractères envoyée par le serveur et stockée dans le navigateur. Mais pourquoi c'est pas un gâteau sablé? Alors en fait, si vous avez fait un peu de pâtisserie, vous savez que les cookies, en fait, c'est des mi-cuits et pas des sablés. Et la différence est importante. Donc on veut empêcher les attaquants de récupérer ces cookies. Et par défaut, tous les cookies sont récupérables en JavaScript. Si vous faites documents.cookie sur une page, vous allez voir tous les cookies rattachés à cette page web. Il y a un paramètre du coup qui existe pour empêcher ça, c'est HTTP only. Et s'il est seté à true, bah, le cookie ne servira qu'à transiter sur HTTP. Il sera plus accessible en JavaScript. Le problème, c'est que dans le local storage, c'est pas le cas. Il n'y a pas de mécanisme comme avec HTTP où les cookies sont envoyés automatiquement. Le seul moyen de récupérer des informations via le local storage, c'est via le JS. Donc si on empêche de le faire, en fait, les informations du local storage ne servent plus à rien. Donc dans ce cas-là, en fait, on est piégé. Mais il y a quand même une solution
ingénieuse qui a été pensée, c'est que notre cookie, notre session dans le local storage, elle va avoir une durée de vie très courte. En ordre de grandeur de la bonne pratique, c'est environ 10 minutes. Et donc, si l'attaquant vole cette session, ben, en fait, il ne pourra pas faire grand-chose, et peut-être même que ça aura expiré le temps qu'il l'utilise. Et on utilise dans les cookies le refresh token, qui lui va avoir une durée de vie beaucoup plus longue, ça peut être même plusieurs jours, et donc bah, ça ne va pas pouvoir être volé par le JS. Et ça évite que notre utilisateur ait besoin de se reconnecter toutes les 10 minutes. Bon, le problème, c'est qu'en fait, si on a une XSS sur notre site, bah, notre attaquant il peut peut-être pas voler le cookie, mais il peut quand même faire des requêtes, et le cookie va être envoyé automatiquement par le navigateur. Donc si on a une XSS, ben, on est foutu, il n'y a rien à faire sur notre site. Donc il faut se protéger des XSS, contrôler les inputs utilisateurs, utiliser par exemple des CSP. Ça, c'est un tout autre sujet, et donc pas dans l'authentification. Et puis en plus de ça, ça ne suffit pas toujours, parce qu'il y a plein d'autres moyens de voler des sessions. Donc le 30 octobre, donc il n'y a pas si longtemps, il y a des cybercriminels qui ont récupéré des cookies via un malware. Et même avec la meilleure volonté du monde, le meilleur développeur dans son application, il ne pourra pas empêcher les utilisateurs d'avoir un malware sur leur ordinateur. Donc on ne peut pas empêcher ça. Donc il faut partir du principe que cette attaque, elle va potentiellement finir par arriver. Et donc, la seule chose qu'on peut faire, c'est décider quoi faire au moment où elle surviendra. Et ce qu'on peut faire, ça dépend de comment on gère cette session. Parce qu'il y a deux façons de gérer la session. C'est les identifiants de session, donc là on va parler de stateful, et les tokens, donc typiquement les JWT. Et là on parle de stateless. Alors qu'est-ce que c'est le stateful ou le stateless? La différence, c'est est-ce que le serveur connaît l'état de l'authentification? Donc si vous allez à une soirée, est-ce que vous venez avec votre carton d'invitation, ou est-ce que c'est le videur qui a la liste et qui sait qui peut rentrer? Donc dans le cas de stateful, on veut vérifier l'information donnée par l'utilisateur. Donc l'utilisateur va envoyer par exemple son cookie avec sa session. Quand le serveur la reçoit, il va aller vérifier dans la base de données est-ce que ce cookie existe et est-ce qu'il est valide. Donc ici, c'est le cookie de Jean, il est valide. Et seulement après avoir fait cette requête, on va pouvoir récupérer les informations voulues. Et dans le cas stateless, c'est un peu différent. On n'a pas besoin de faire un call en DB, parce que toutes les informations pour savoir si la session est valide ou pas, elle est contenue dans le token. Et donc, au lieu de faire un call en DB, c'est le code qui va checker la validité du token, en vérifiant la signature, en vérifiant s'il a expiré, en vérifiant s'il a été issued par la bonne application et s'il a été généré pour la bonne application, avec la bonne audience. Et donc, le seul call qu'on a besoin de faire en DB, c'est les calls métiers. Si on a un fort trafic, c'est pas mal. Si on a très très fort trafic, ça peut avoir du sens pour des questions de perf. Donc là, on a parlé d'IJWT, mais alors qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un objet JSON chiffré qui contient des infos sur l'utilisateur? Est-ce que c'est un extraterrestre mi-Java, mi-Bookie, mi-Tuscan? Est-ce qu'on parle de standard permettant l'échange sécurisé de tokens? Ou est-ce qu'on parle d'un objet encodé en base 64 avec un en-tête, une charge utile et une signature? Donc c'est pas le 1, parce que, effectivement, et c'est important, le JWT, il est encodé et pas chiffré. Et effectivement, désolé pour les fans de Star Wars, mais c'est pas un extraterrestre, ça n'existe pas, les Jawa, Wookiee, Tuscan. Et puis c'est difficile d'être mi-Java et mi-Wookiee et mi-Tuscan. Donc à ce cas, ça ressemble... Mais du coup, ça ressemble à ça, un JWT. C'est 3 parties, et donc les 2 premières parties, elles sont encodées en base 64. On peut le reconnaître au EY, qui est au début. EY, c'est l'accolade ouvrante en base 64, et donc ça nous permet de savoir qu'on va avoir un objet JSON dans cette partie-là. Donc la première partie qu'on a, c'est le header, ou l'entête, et elle contient des paramètres du token. Donc là, elle va contenir l'algorithme avec lequel on va signer, et le type, un JWT. Ensuite, on a la charge utile qui contient des claims. Les claims, c'est les différentes propriétés de notre JWT. Par exemple, ici, on a le nom et le issued at
qui est donc la date à laquelle ça a été émis. Ça nous permet notamment de vérifier l'expiration. Attention, cette charge utile, elle est seulement encodée, donc elle peut être décodée par un utilisateur. Et donc, il ne faut pas mettre des informations sensibles dedans. Et donc, on se dit aussi qu'elle pourrait être modifiée par un utilisateur qui pourrait la réencoder ensuite en base 64. Mais heureusement, c'est pour ça qu'on a la signature. La signature, c'est notre algorithme qui est mis sur la base 64 de l'entête, concaténée avec un point à la base 64 du payload, avec notre clé secrète. Et donc, si on modifie le payload ou l'entête, bah, cette signature, elle sera plus valide. Et donc, on pourra rejeter le JWT. Et donc, rappel, pourquoi on parle de ça, c'est on sait que des utilisateurs de notre application se sont fait voler leur session. Et donc, on veut réagir. Bah, dans le cas où on a une session stateful, c'est super simple. Il suffit d'aller en DB, de prendre la session de Pauline qui s'est fait attaquer et de dire que le token est plus valide. Et dans ce cas-là, quand l'attaquant se fait un call avec l'ID de session de Pauline, bah, il est déconnecté. Dans le cas d'une authentification, d'une session stateless, bah, c'est beaucoup plus difficile. Parce que toutes les informations de session, elles sont contenues dans le token, et on ne va pas aller sonner chez l'attaquant pour aller sur sa machine pour modifier le JWT. C'est pas possible. Ce qu'on peut faire, en revanche, c'est changer le secret. Au moment où l'attaquant il va refaire un call derrière avec le JWT, comme le secret il a changé, bah, le token, la signature est plus valide, et donc il est déconnecté. Et évidemment, là, ça a un impact, parce que le secret, il n'est pas spécifique pour un JWT, il est partagé avec tous les tokens de mon application. Donc si je fais ça, bah, je déconnecte tous les utilisateurs de mon application. Ce qui peut être nécessaire dans certains cas. Mais c'est un trade-off. Et donc, un moyen de voler aussi les sessions, c'est par exemple via des man in the middle. Donc, c'est quand on a un HTTP, bah, on peut récupérer des informations dans le trafic. Et donc, pour se protéger avec les cookies, on a un attribut qui est l'attribut secure, qui permet d'envoyer le cookie automatiquement seulement en HTTPS. Alors, il n'y a pas cette protection sur les JWT, mais de toute façon, la bonne pratique, c'est d'être toujours en HTTPS. Comme ça, il n'y a pas d'informations qui transitent. Et comme ça, on est aussi, il n'y a pas d'informations visibles qui transitent. Et comme ça, on est aussi protégé pour les JWT. On a aussi, donc on peut peut-être pas récupérer les cookies, mais est-ce qu'on ne pourrait pas les utiliser? Comment ça marche? C'est quand je me connecte à ma banque, par exemple, eh bien, je vais m'authentifier et je vais récupérer un cookie qui va être stocké dans mon navigateur. Et si je veux faire un virement, bah, dans ma banque, je vais avoir un petit formulaire, par exemple, qui va envoyer les informations à ma banque et le cookie va être envoyé automatiquement, dans ces cas-là, au serveur. Ce qui se passe, c'est si on se retrouve sur un site malveillant ou un site qui a été hacké et que ce site fait le même call à la banque, et bien automatiquement, le cookie va aussi être envoyé parce qu'il est envoyé au serveur ma banque. Et donc ça, c'est une attaque CSRF, Cross-Site Request Forgery, et donc on aimerait bien aussi s'en protéger. Alors il y a plein de façons de se protéger contre les CSRF. On ne va pas toutes les évoquer aujourd'hui, mais il y en a une qui a été ajoutée de manière built-in dans les cookies il y a quelques années, et qui est assez intéressante, parce que du coup, elle existe par défaut, mais elle n'est pas suffisante, et on va voir pourquoi. Donc l'attribut SameSite, qui a été ajouté dans les cookies il y a quelques années, il y a, on va dire, 3 valeurs possibles. Et déjà, il y a la valeur known. Donc quand on met known, ça veut dire le cookie il va être envoyé depuis un site A sur un site B, dans tous les cas. Donc, pas safe. Avec la valeur lax, il va être envoyé uniquement dans certains cas. En fait, on va distinguer deux cas. Il y a la navigation directe, donc je clique sur un lien depuis le site A pour être redirigé vers un site B. Ça, c'est la navigation directe, et à ce moment-là, le cookie est envoyé. Et il y a aussi tout ce qui est sub-ressources. Donc, par exemple, si je veux charger une image, un JavaScript, ou si je fais un call d'API. À ce moment-là, avec l'axe, qui est à peu près la valeur par défaut, le cookie n'est pas envoyé. Et enfin, il y a la valeur stricte qui fait que le cookie n'est jamais envoyé dans aucun cas. Mais il y a une notion qui n'est pas évidente, c'est, en fait, ça veut dire quoi, site? En fait, dans quel cas est-ce que le site A et le site B, deux pages web, sont considérés comme le même site?
Et alors la définition officielle, c'est que 2 pages web partagent le même site si elles partagent le même domaine enregistré. On va prendre des exemples, ce sera plus simple. Donc, par exemple, si je suis sur www.theodo.fr et que je fais un call sur api.theodo.fr, le domaine enregistré que quelqu'un publiquement peut acheter, c'est theodo.fr. Le reste, c'est les sous-domaines. Et donc, comme le domaine enregistré, c'est theodo.fr dans les 2 cas, les cookies de l'un ne sont pas considérés comme des cookies tiers pour l'autre. Et donc, SameSite ne sert à rien. Si je suis sur www.google.com et que je fais un call sur google.com, bah c'est pareil, le domaine enregistré, c'est google.com dans les 2 cas. Donc les cookies de l'un ne sont pas considérés comme des cookies tiers pour l'autre. SameSite n'a pas d'effet. oasp.github.io et top10.oasp.github.io. Là, ce que quelqu'un publiquement peut récupérer, c'est toto.github.io. N'importe qui peut récupérer un domaine en toto.github.io. Et donc, encore une fois, le domaine enregistré, c'est le même. Les cookies sur l'un ne sont pas des cookies tiers. Si je prends, dernier exemple, theodo.executeapi.blablabla amazon.ws.com et oasp.executeapi amazon.ws.com, ce que, en tant qu'utilisateur, en tant que personne lambda du public, je peux récupérer comme domaine, c'est theodo.lerest ou oasp.lerest. Ce qui veut dire que les cookies de l'un sont considérés comme des cookies tiers pour l'autre, alors qu'ils partagent une portion du domaine énorme. Voilà. Et donc ça veut dire que si jamais quelqu'un arrive à récupérer un sous-domaine de votre application parce qu'il est plus utilisé, etc., et ben les cookies, là, ils vont être considérés comme étant sur le même domaine et donc être partagés, et le SameSite sera plus utile. Donc, et dans ce cas-là, SameSite ne sert à rien. Donc c'est très utile, mais dans certains cas, pas suffisant. On ne peut pas vous parler d'authentification sans vous parler aussi du fait de la déléguer. Il y a quelque chose qu'on voit de plus en plus, c'est justement de déléguer cette authentification, s'identifier avec un site tiers. Une des solutions qui est la plus utilisée, c'est OpenID Connect. Il y en a d'autres, notamment SAML. Mais celle qui monte pas mal, c'est OpenID Connect. Et c'est une surcouche de OAuth2, qui est en fait un protocole d'autorisation. Donc on vous a dit qu'on n'allait pas parler d'autorisation. En fait, on a un peu menti. Alors si on regarde un peu OAuth2 comment ça marche, on va prendre les acteurs principaux. Il y a le user, qui est l'utilisateur qui veut utiliser notre application, qu'on va appeler le client. Il va appeler un identity provider. Et notre application, le client, va vouloir consommer des API avec le compte de l'utilisateur. Bon, on va prendre un exemple concret pour que ce soit plus parlant. Donc on a Michel de l'équipe marketing qui veut utiliser une application qui s'appelle TweetLater. Et TweetLater, pour fonctionner, elle va avoir besoin de consommer les API de X. Et à un moment, l'utilisateur va devoir s'authentifier auprès de X également. Alors le moyen le plus simple de faire ça, c'est on demande à Michel de donner son mot de passe X sur TweetLater. Comme ça, quand TweetLater veut poster un tweet, il utilise le mot de passe, il récupère un cookie de session ou un token, et il envoie le tweet. Efficace. Alors c'est super, on va donner tous nos mots de passe. Ben non, bien sûr que non. Donc on ne peut pas faire ça, parce qu'en plus, TweetLater, il serait obligé de garder le mot de passe en clair, ou de le chiffrer, mais donc ce serait une opération réversible, parce qu'il a besoin d'utiliser le mot de passe ensuite pour tweeter. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est plutôt utiliser un code qui serait passé de Twitter à TweetLater. Donc là, Michel va aller s'authentifier sur X, va récupérer un Personal Access Token et va mettre ce Personal Access Token chez TweetLater. Et ensuite, comme ça, TweetLater pourra l'utiliser au moment où il voudra tweeter. Ça, c'est top. Mais Michel du marketing ne va pas trop comprendre pourquoi il a besoin d'aller récupérer une string bizarre, de la copier à la main sur TweetLater. Ça risque de le faire paniquer et on n'aura pas enfin, l'application risque de ne pas être utilisée. Et on a un mécanisme qui nous permet de faire ça de manière automatique. C'est quelque chose qui existe depuis le tout début du web, c'est les redirections. Donc comment ça fonctionne? Michel dit qu'il veut programmer un tweet sur TweetLater. Il est redirigé vers X. Il s'authentifie sur X et il dit « Oui, je veux bien que TweetLater utilise mon compte pour poster des tweets plus tard. » Il est redirigé vers TweetLater avec un access token
en query param, et plus tard, TweetLater pourra utiliser cet access token pour envoyer le tweet à la date prévue. Et il faudrait qu'on zoome un peu sur la redirection, la première redirection, celle qui redirige vers X, parce que c'est là que se passe le cœur du truc. Donc à quoi elle ressemble cette URL? Alors, déjà, évidemment, il y a l'endpoint vers de l'IDP, de X. On a plein de query param. Le premier, c'est le response type. Donc c'est là où on dit à X qu'on veut récupérer un token. Il y a le client ID. Donc à un moment, les développeurs de TweetLater ont enregistré leur application auprès de X, et X leur a donné une string qui a été générée aléatoirement. Et donc ça, c'est le client ID. Il y a également le redirect URI. Donc c'est ça que X va utiliser pour rediriger l'utilisateur derrière sur notre application une fois qu'il se sera authentifié. Il y a le state, dont on ne pourra pas parler aujourd'hui par manque de temps. Et enfin, très important, les scopes, c'est la liste des API auxquelles on veut accéder. Par exemple, ici, dans notre cas, ça va être poster un tweet. Et donc ce flux, il a un nom, ça s'appelle l'implicit flow. Alors c'est bien, l'implicit flow, on a réussi à récupérer des accès, mais en fait, moi, je vois une faille là-dedans quand même. Parce que si jamais un attaquant y met dans la redirect URI son URL de son site, eh bien, il va pouvoir ensuite récupérer l'access token. Donc comment ça marche? C'est l'attaquant va faire un mail de phishing où il va mettre cette URI. Ça, quand Michel va cliquer, il va être redirigé sur X. Il va donner son consentement parce qu'il pense que c'est pour TweetLater. Et ensuite, il va être redirigé sur le site de l'attaquant avec l'access token qui est dans les query params. Et mon attaquant, il pourra ensuite l'utiliser et tweeter à la place de Michel. Bon, en fait, c'est assez simple de se protéger contre ça. Au moment où les développeurs de TweetLater ils ont enregistré leur application sur X, en fait, ils ont explicitement dit à X quelle était la liste des URL possibles pour l'URI de redirection. Et donc ils ont dit, voilà, on va utiliser soit ça, ça ou ça. Et au moment où l'utilisateur est redirigé vers X, si le query param il correspond à aucun des éléments qui est dans cette liste, et X dit ciao, c'est fini. C'est pas mal, mais en fait, il y a quand même des moyens de récupérer le token. Parce qu'il est dans l'URL. Par exemple, on pourrait avoir une application mobile malware installée sur le téléphone de la victime. On pourrait aussi avoir une extension browser, navigateur, qui siphonne l'historique et qui regarde si par hasard dans les query param il n'y aurait pas des access tokens qu'il peut envoyer à l'attaquant. Donc en fait, ça marche quand même pas. Ok, donc ce qu'on veut, c'est que cet access token qui est sensible, il ne passe pas par l'URL. Donc ce qu'on va faire, c'est on va mettre un code à la place, en plus un code à usage unique. Et comme ça, quand on est redirigé vers TweetLater avec le code, TweetLater peut échanger le code avec, rappeler l'IDP, récupérer un access token et utiliser cet access token pour tweeter. Et ça s'appelle l'Authorization Code. C'est un nouveau flux. Et comment on fait pour l'utiliser? Eh bien, dans l'URL, sur le response type, on va préciser code. Alors, c'est top, mais le problème, c'est que notre attaquant, il peut faire la même chose, en fait. Il peut refaire son mail de phishing, il va récupérer le code, et ensuite échanger ce code avec l'IDP, récupérer l'access token, et il peut toujours faire la même chose. Alors, il y a quand même une petite différence, c'est que maintenant, on a un échange qui se fait où les données ne sont pas dans l'URL. Et donc, comment on va se protéger contre ça? Ça va dépendre, est-ce que notre client est côté serveur ou côté browser? S'il est côté serveur, donc dans la spec OO2, on appelle ça un client confidentiel, c'est assez simple. On va pouvoir se mettre d'accord sur un secret, et en fait, ce secret, il est généré par l'IDP au moment où on s'enregistre en même temps que le client ID. Et quand on veut échanger le code contre un access token, il suffit d'envoyer à ce moment-là le secret. Et comme on est sur un back channel, c'est-à-dire un call de serveur à serveur, qui est invisible pour les utilisateurs, et donc aussi pour les attaquants, le secret il transite de manière invisible, il reste secret et on est bien. C'est plus compliqué si on est côté navigateur. Parce que, alors donc, côté navigateur, ça s'appelle un client public, dans l'aspect O2. On pourrait toujours avoir un secret qu'on utilise pour l'échange.
Le problème, c'est que comme on est côté navigateur, le secret, il va pas rester secret très longtemps, parce que n'importe qui peut aller voir le code source de notre application et le récupérer, ou encore plus simple, ouvrir ses DevTools, aller dans l'onglet Network, regarder ce qui transite, et hop, le secret n'est plus secret. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on parle de PXE. Tu veux nous parler de Fée? C'est magique? Alors je ne vais pas ces PXE-là, on va parler de ces PXE-là. Ah. Proof Key Code Exchange. En fait, on va rajouter en plus dans notre flux un challenge crypto. Alors comment ça marche concrètement? Notre application, au début du flux, elle va générer une chaîne de caractères aléatoire, avec beaucoup d'entropie. Et en plus de ça, elle va calculer le hash de cette string. La string initiale, on appelle ça le verifier, et le hash, c'est le challenge. Quand l'utilisateur il est redirigé sur X la première fois, on va envoyer uniquement le challenge, donc le hash. Et X va stocker ce challenge en DB à côté du code. Plus tard, quand notre navigateur va demander à récupérer l'access token en échange du code, il va envoyer cette fois le verifier, donc la string initiale. Et donc X, il peut vérifier, il peut hasher cette string maintenant et vérifier que le hash obtenu, il correspond au challenge qu'il avait reçu dans le premier échange. Et donc grâce à ça, on prouve que l'application qui demande l'échange de l'access token contre le code, c'est la même que celle qui a initié le flux. Et donc l'attaque précédente ne fonctionne plus. Donc notre access token qu'on a récupéré, il est bearer, ça veut dire que ça suffit de le posséder, on n'a pas besoin de prouver autre chose pour donner des accès. Et donc il va donner des accès aux API qui ont été précisés dans le paramètre scope. Et il peut être opaque, ça peut être une chaîne de caractères random parce qu'il n'est pas obligé de contenir des informations sur l'utilisateur. Ok, donc effectivement, là on a parlé d'autorisation pas mal. Et du coup, à quel moment est-ce qu'on passe à l'authentique Bien sûr. Donc maintenant, pour utiliser de l'authentification, pour faire de l'authentification avec ce flux, il faut changer le scope. Parce que le scope, ça nous permettait de faire l'autorisation. Et donc, pour OIDC, on a des scopes qui sont réservés, qui sont OpenID, Email et Profile. Et comment ça va marcher sur notre flux OIDC? Eh bien, il y a quelques différences. On va envoyer donc notre scope OpenID quand on va faire la première redirection. Et à la fin, on va récupérer aussi un ID token. Cet ID token, contrairement à enfin, il est bearer comme notre access token, mais contrairement à l'access token, il ne va donner aucun accès. Il va permettre d'identifier l'utilisateur, donc il doit contenir des informations. Et donc c'est forcément un JWT qui a des infos sur l'utilisateur. Mais quelles informations est-ce qu'il contient? Et ben ça dépend des scopes supplémentaires qu'on a donnés dans l'URL au début. Si on met juste OpenID, on va récupérer des claims basiques, donc l'issuer, dont on a déjà parlé, l'audience, l'application, c'est le client ID qui a été généré quand on a enregistré l'application, le issued at, une date d'expiration, et, très important, le subject, sub, qui est du coup un identifiant unique de l'utilisateur pour l'IDP. Si on rajoute le scope email, on a en plus le claim email original, et en plus on peut savoir si l'IDP a vraiment vérifié l'email de l'utilisateur ou pas. Et enfin, si on rajoute le scope profile, on va débloquer des claims en plus, mais alors là pour le coup OpenID ne précise absolument rien dans sa spec sur qu'est-ce qu'on veut mettre dedans. C'est complètement la discrétion de l'IDP, ça peut être le surnom, nom, photo de profil, couleur préférée, c'est à vous de voir. Et donc, ce nouveau flux, c'est un équivalent des credentials qu'on avait utilisés auparavant. Ça va être la même chose qu'un login mot de passe. Et derrière la session, elle est gérée comme avant, soit par des JWT ou des cookies. Mais donc, il faut quand même qu'on puisse identifier de manière unique notre utilisateur. Et pour ça, quel claim est-ce qu'on utilise parmi ce qui est renvoyé dans notre ID token? Eh bien, on utilise le sub. C'est hyper important. On ne veut pas utiliser l'email. Bon, déjà... en fait, il peut changer l'email parce que c'est pas vous qui êtes possesseur de l'email qui a été mis, du login, c'est l'IDP. Donc si un jour l'utilisateur il peut modifier son email, par exemple sur X, eh ben, vous allez recevoir un nouvel email et vous ne pourriez plus identifier de manière unique votre utilisateur. Et donc on utilise le subject qui lui va jamais être modifié.
Pour aller plus loin sur tout ce qui est SSO, il y a une conférence à 17h et quelques de Sébastien, notamment sur le SAML et sur OpenID, donc n'hésitez pas à y aller aussi. On a terminé. Évidemment, on est très preneur de vos feedbacks pour améliorer le talk. En plus de ça, on vous dit qu'on envoie une petite newsletter chez Théodo. Notre objectif, c'est de l'envoyer toutes les 3 semaines. Et à chaque fois, en fait, on raconte une histoire. Donc on prend une faille ou une brèche qui a fait l'actualité plus ou moins récente. Et on essaie de la vulgariser, d'expliquer comment elle a pu avoir lieu et ce que les développeurs auraient pu faire pour l'empêcher. Et parfois, comment ils l'ont corrigé. Et ça plaît pas mal. Et du coup, on en a compilé les meilleurs dans un livre. Il était une faille qui sort très bientôt. Donc restez connectés si vous voulez en savoir plus. Merci beaucoup. Si vous avez des questions.